À noter que les embauches sont, enfin l'intégration en tout cas en milieu professionnel est parmi les plus efficientes parmi les diplômes, tout comme le BTS, puisque c'est vrai que les employeurs savent que vous travaillez vraiment sur des choses opérationnelles et que quand vous arrivez dans une entreprise, vous êtes efficient, voilà, pour arriver à résoudre les problématiques. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette table ronde donc consacrée au titre professionnel de technicien informatique de proximité, qui est donc un titre pro. On prendra quelques petites minutes tout à l'heure pour expliquer ce qu'est un titre professionnel. En l'attente, voilà, je suis ravie de vous accueillir pour cette rencontre qui va nous permettre aujourd'hui donc de découvrir voilà, un métier indispensable dans de plus en plus d'organisations, dans de plus en plus d'entreprises, que ce soit aussi dans des collectivités territoriales, tout type d'établissement scolaire, de santé, associatif. Je pense que vous le vivez tous à travers votre vie dans le quotidien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de communication, de tâches et de missions passent bien sûr par l'ordinateur. Et donc comme l'évoque ce titre professionnel, c'est vrai que lorsqu'un ordinateur tombe en panne, eh bien c'est le désarroi un petit peu pour les équipes, c'est-à-dire que on peut plus accéder à sa messagerie, on ne peut plus voilà, utiliser son imprimante, on ne peut plus communiquer, rentrer des données. Donc c'est vrai que derrière tout ce bon fonctionnement informatique quotidien, derrière tous ces outils informatiques, se cachent heureusement voilà certains professionnels qui vont être capables d'intervenir normalement rapidement, voilà, de manière à pouvoir diagnostiquer. Et ça, je crois que nous le verrons tout à l'heure avec Monsieur Barger, la partie diagnostic est vraiment très importante, de manière à pouvoir diagnostiquer bien sûr et résoudre les problèmes pour les utilisateurs et remettre en fonctionnement voilà, les équipements en état de fonctionnement. Voilà, c'est précisément finalement le rôle du technicien informatique de proximité. Donc nous allons évoquer tout cela pendant cette heure de rencontre. Alors pour ma part, je suis Corinne Bosque, directrice des admissions pour l'école Adonis Éducation, et je suis accompagnée aujourd'hui bien sûr du spécialiste de la question, donc Monsieur Anthony Barger, qui est donc formateur chez nous, professionnel bien évidemment du secteur informatique, et qui va pouvoir nous apporter voilà son œil, la réalité voilà du métier, les compétences qui sont attendues. Donc nous allons parcourir un petit peu de toutes les questions qui vous intéressent généralement, c'est-à-dire quelle est la finalité de ce diplôme, quels sont les débouchés qu'il offre bien évidemment, quel est le contenu de formation, autre question très importante, comment se déroule l'examen, quelles sont les attentes des jurys également, et bien sûr nous verrons rapidement ce qu'il en est concernant les admissions, puisque effectivement certains profils voilà, sont quand même attendus. Et comme d'habitude, donc je suis accompagnée d'Hélène également qui est avec nous, qui va vous suivre voilà sur cette question, sur les questions voilà que vous pourrez poser via le chat. Donc Hélène nous relaiera voilà toutes vos questions au fur et à mesure de notre progression. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour nous interroger si des choses n'étaient pas tout à fait assez précises. Donc l'objectif d'aujourd'hui va être simple, ça va être de vous permettre d'une part voilà déjà de comprendre ce que fait réellement un technicien informatique de proximité, ce que vous allez travailler et apprendre et devoir maîtriser à l'issue de cette formation, comment se déroule l'examen et les débouchés bien évidemment, pour être certain que ça correspond bien à votre projet, puisque vous le savez, dans l'informatique, il existe vraiment plusieurs types de métiers, développeurs web, développeurs d'applications. On a énormément de possibilités. Mais celui-ci, bien sûr, a une évolution, a un objectif voilà, bien précis. Et nous soulignerons aussi très certainement tout à l'heure que ce métier peut être également un début et peut vous amener également à vous orienter vers d'autres métiers de l'informatique. Alors comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui voilà Monsieur Barger, et je vais me tourner vers vous Anthony. Voilà, donc je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui, qui est particulièrement précieuse et intéressante d'une part votre double expérience, votre expérience de terrain dans le secteur bien sûr de l'informatique, et
aussi en qualité de jury d'examen, notamment 2 titres professionnels, donc auprès de l'ADRETS, donc qui est l'institution qui va organiser, qui va en tout cas définir les référentiels et permettre l'organisation des sessions d'examen. Alors, vous avez travaillé aussi bien avec des techniciens informatiques de proximité, mais avec des techniciens également donc supérieurs de système, développeurs web comme je l'évoquais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a la chance que vous soyez présents pour accompagner nos étudiants tout au long de l'année pour leur donner toutes ces informations-là concernant une bonne connaissance du terrain et surtout une bonne préparation à l'examen. C'est ce qui est bien sûr le rôle du formateur. Donc alors aujourd'hui, Monsieur Barger, je vais peut-être entrer un petit peu dans le vif du sujet en vous demandant, parce que on accueille, c'est vrai, différents types de profils sur nos titres professionnels, parfois des personnes qui sont en reconversion, en réorientation, en emploi ou non. Bien évidemment, certaines personnes vont venir pour obtenir le diplôme pour des compétences déjà acquises, mais pour d'autres, ils sont tout nouveaux dans sur cette orientation. Alors, selon vous, Monsieur Barger, quel est finalement un petit peu le profil type, ou en tout cas quelles sont les qualités qui sont attendues pour un technicien de proximité? Je dirais qu'il faut avant tout d'être méthodique et curieux, Oui, parce que beaucoup de personnes imaginent qu'un technicien informatique doit simplement réparer des ordinateurs, mais en oui, réalité, le métier est beaucoup plus large que ça, parce que le technicien doit être capable d'analyser une situation, de poser les oui, bonnes questions, d'observer les symptômes de la oui. panne qu'il y a, par exemple, de tester progressivement et aussi de comprendre l'origine réelle du problème, parce que Oui, chaque c'est souvent la problème, difficulté. Oui, c'est ça, parce que chaque problème a sa source, sachant que la source peut différer en fonction de ce qu'on voit sur les composants. Donc très souvent, ce que l'utilisateur décrit n'est pas forcément la vraie cause du dysfonctionnement. Et donc du coup, il faut apprendre à réfléchir comme un technicien, en oui. observant, en vérifiant, en éliminant les hypothèses, un peu comme un médecin, j'ai envie de dire, et aussi Mhm. intervenir de manière structurée. Et il faut aussi savoir communiquer avec les utilisateurs, parce qu'on intervient parfois auprès de personnes stressées ou Oui, complètement bloquées dans leur activité. tout Et on à sait fait. que généralement, ça génère de la frustration. Donc des fois, ils utilisent les mauvais mots. Donc on a diverses situations qu'on rencontre en tant que technicien. Oui, et donc c'est vrai que cette relation à l'humain, à travers la résolution de ces problèmes, fait que ça n'est pas simplement un métier non plus technique, mais il va falloir justement, comme vous le disiez, savoir investiguer, poser les bonnes questions pour arriver à résoudre le problème. Donc ça n'est pas simplement un métier que dans le technique. C'est tout à fait ça, parce que même si la technique, comme vous le dites, elle est indispensable, mais aussi la posture professionnelle est tout aussi importante, parce qu'un bon technicien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui sait résoudre un problème, c'est aussi quelqu'un qui sait expliquer simplement ce qu'il fait, Oui. qui rassure l'utilisateur et qui documente son intervention et travaille avec méthode. Et c'est d'ailleurs quelque chose que les jurys regardent beaucoup pendant la session d'examen. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Barger. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, vous savez, de que comprend la formation, comment s'organise l'examen. Donc, c'est vrai que la chose importante, c'est vrai que c'est ce qu'on disait en introduction, l'informatique maintenant désormais est partout. On le voit aujourd'hui, nous, à travers notre visio, justement pour porter à la connaissance de nos futurs étudiants, le contenu de cette formation. Mais partout où on se rend, l'informatique est hyper présent. Et on l'utilise, c'est vrai, au quotidien, à travers différentes applications d'achat en ligne, de lever la question également des clouds, des outils collaboratifs, ne serait-ce que la connexion Wi-Fi chez soi, à travers pour la télévision, le téléphone, etc. Et c'est vrai que dès qu'un élément dysfonctionne, c'est toute la chaîne de travail qui va être remis en question et qui va être interrompue. Donc, alors finalement, concrètement, le technicien peut intervenir, va intervenir à quel niveau finalement? Il va viser quel type de professionnel? Il doit être capable d'assurer, vous nous avez présenté déjà les grandes lignes, mais est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail? Oui, le technicien d'informatique de proximité, il intervient justement, comme vous le dites, pour assurer le support technique de proximité, mais il prépare Oui, aussi les appareils, oui, il assiste aussi les utilisateurs, il résout aussi les incidents
et maintient les environnements numériques en état de fonctionnement à tout moment du jour comme de la nuit, surtout quand il y a des services qui sont critiques et qui ont besoin d'être opérationnels H24. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des sortes de permanences à travers les différentes structures dans lesquelles on va travailler le week-end, les jours fériés, etc. C'est quelque chose aussi auquel il faut s'attendre quand on est dans ce domaine-là. Tout à fait. D'accord. Alors, donc au niveau du contenu de la formation, c'est vrai que je l'ai pas explicité, mais c'est vrai que peut-être aussi, vous savez, Monsieur Barger, les personnes connaissent un petit peu moins les titres professionnels que les BTS, par exemple, ou les masters ou autres. Donc, je vais faire juste un petit point là-dessus, peut-être. Donc, c'est vrai qu'un titre professionnel, petit rappel, c'est donc un diplôme qui est délivré donc au nom de l'État par la direction du travail. Donc, c'est vrai que pour tous ceux qui souhaitent s'orienter vers ce type de diplôme-là, ce qui est rassurant, c'est que c'est véritablement un diplôme d'État. C'est ce que l'on appelle un titre RNCP. Donc, que veut dire un titre RNCP? Cela sous-tend derrière que chaque école ne peut pas faire n'importe quoi. Monsieur Barger, on a tous un référentiel, voilà, que vous allez suivre et vous allez nous en faire état un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a vraiment un contenu de formation qui va être très documenté, des modalités également d'évaluation qui vont être les mêmes tout le monde, bien que la particularité des titres pro, c'est que les évaluations, enfin les passages d'examen ne se font pas au niveau national comme peut se faire un BTS où tout le monde va passer les mêmes épreuves en même temps en France. Donc là, c'est vrai que chaque école qui dispose d'un agrément va avoir la possibilité d'organiser son examen, bien sûr avec des jurys qui soient neutres. Ce ne sont pas vos formateurs qui vont vous faire passer les examens au sein d'Adonis Éducation, mais il existe des formateurs qui ont un agrément, et c'est le cas de Monsieur Barger justement pour être jury d'examen. Donc dans les différentes écoles. Donc ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que le titre professionnel, comparativement à un BTS ou peut-être des études plus universitaires à travers des masters, des choses comme ça, ou des licences professionnelles, donc là, on va être vraiment sur des notions qui vont être très opérationnelles. C'est-à-dire, vous allez apprendre à faire une mission, comme nous l'a évoqué Monsieur Barger tout à l'heure, le diagnostic est une partie en amont du dépannage ou de la réparation ou de la remise en marche ou même de la mise en marche voilà, d'un appareillage qui va être très important. Donc, le jour de l'examen, vous êtes évalué sur des choses qui vont être très concrètes, des situations que vous pouvez rencontrer en entreprise. Donc ça, c'est important. Et voilà, ce titre professionnel peut être validé aussi en plusieurs parties, c'est-à-dire que chaque titre professionnel va comporter plusieurs gros blocs de compétences, qu'on appelle nous, dans notre jargon, activité type. Et certains vont préférer valider un AT une année et valider l'autre année d'après, ou n'auront besoin que d'un certain type de compétences. Donc, et là, on va rentrer justement dans ce contenu de formation. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de valider la globalité, voilà, du diplôme. Chose que nous, on vous conseille quand même lorsque vous êtes nouveau dans la profession et que vous voulez faire valoir, bien sûr, les compétences acquises en vue, bien sûr, d'une future embauche. Et à noter que les embauches sont, l'intégration, en tout cas en milieu professionnel, et parmi les plus efficientes parmi les diplômes, tout comme le BTS, puisque c'est vrai que les employeurs savent que vous travaillez vraiment sur des choses opérationnelles et que quand vous arrivez dans une entreprise, vous êtes efficient, voilà, pour arriver à résoudre les problématiques. Donc, les titres professionnels font partie des diplômes qui vont être recherchés par de nombreux employeurs. Alors maintenant, pour rentrer un petit peu dans le contenu de cette formation, donc c'est vrai qu'il va y avoir différentes grandes parties. Donc le premier axe de la formation, Monsieur Barger, concerne surtout l'assistance et le support utilisateur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui. Lors de ce premier axe, en fait, l'apprenant apprend à recevoir une demande utilisateur, à qualifier un incident. Oui. Tous ne sont pas notifiés de la même manière, parce que toutes les situations sont différentes. Diagnostiquer aussi un dysfonctionnement, mais aussi accompagner l'utilisateur jusqu'à la résolution du problème, comme je l'ai dit précédemment. Parce que bien évidemment, cela peut sembler simple lorsque l'utilisateur dit par exemple « l'ordinateur ne fonctionne plus ». Mais derrière cette phrase, il peut y avoir énormément de situations différentes. Donc le technicien doit apprendre à poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que le poste démarre? Est-ce que l'écran reste noir? Est-ce qu'il y a un message d'erreur? Est-ce que le problème concerne le réseau?
ou est-ce que c'est un logiciel qui ne fonctionne pas, ou est-ce qu'il s'agit d'un problème matériel, ou si c'est plusieurs utilisateurs qui sont concernés. C'est ici là qu'on apprend la logique de diagnostic, parce que bien évidemment l'objectif n'est pas de cliquer partout au hasard. L'objectif est vraiment d'apprendre une méthode professionnelle. Donc les apprenants découvrent également les outils de ticketing utilisés dans les entreprises. Donc ils apprennent à créer un ticket, à qualifier une demande, à prioriser l'incident, mais aussi à documenter les actions réalisées et suivre une intervention et bien évidemment assurer la traçabilité des opérations. Et c'est vrai que la difficulté aussi, parfois, ça peut être aussi que ces dépannages, souvent, enfin, ces remises en route se font aussi à distance. Hein. Alors, nous, c'est un petit peu ce que l'on voit aussi à travers notre fonctionnement. Donc, c'est pas toujours évident. Voilà, le technicien n'est pas forcément sur l'ordinateur sur laquelle se situe la panne. C'est ça. Moi, je prends par exemple un exemple que j'ai souvent vu, que moi, je fais pas mal de distanciel. Oui. Et donc, j'utilise divers outils. Mais par exemple, quand je dois prendre la main sur un ordinateur à distance, oui. C'est très, surtout quand les personnes n'ont pas connaissance et qu'elles expliquent mal, parce qu'elles ont pas. Ce qui est mon cas la plupart du temps. Eh ben, ça génère du coup de la frustration auprès du client ou de la personne, de l'usager, Oui. parce que du coup, on a du mal à comprendre sa demande. Donc du coup, on perd du temps, même si c'est quand même pas mal de recherche dans ce métier, j'ai envie de dire, comme dans tous les métiers de l'informatique. Mais en essayant de comprendre, parce qu'en plus, les usagers, ils disent un mot, mais des fois, il faut savoir lire, ou plutôt écouter entre les lignes, puis aussi regarder la posture, parce qu'il y en a certains qu'on ressent au niveau de la voix, de l'anxiété, de l'angoisse, divers. Bien sûr. Et c'est tous ces facteurs, même si bien évidemment, on n'est pas psychologue et qu'on n'est pas formé sur ça, mais à force de le faire, on arrive à détecter et à être plus efficace lors de nos interventions, même à distance. Bien sûr. Et après, c'est vrai que voilà, souvent, ce que l'on voit aussi, c'est que l'utilisateur a envie aussi d'être compris, donc il faut lui parler en des termes simples qu'il va pouvoir comprendre, et ça doit pas être toujours facile pour des spécialistes, voilà, qui ont forcément, voilà, des connaissances beaucoup plus approfondies. Alors, par rapport à ce sujet donc de l'assistance et du diagnostic, donc on voit que c'est une partie importante, cette relation à l'humain, savoir aussi calmer, apaiser, réparer, bien sûr, rapidement. Donc, alors, quelles sont parfois les erreurs classiques que vous pouvez noter, Monsieur Barger, chez les techniciens, voilà, qui viennent de débuter, chez les débutants? En fait, il y a une erreur classique que je rencontre souvent, c'est de vouloir résoudre trop vite. Parce que beaucoup de candidats pensent avoir compris le problème, donc immédiatement, et ils commencent du coup à manipuler sans avoir suffisamment analysé la situation. Or, en informatique, un mauvais diagnostic peut faire perdre énormément de temps. Donc, un bon technicien commence toujours à observer, poser les bonnes questions, comme j'ai dit, et vérifier les informations avant d'intervenir. D'accord. Donc, d'où l'importance de cette partie diagnostic. Alors, au niveau du contenu de formation, donc ça comprend également la préparation et la maintenance des équipements. Donc, ça, c'est le deuxième grand axe de la formation. Donc, en quoi consiste-t-il, Monsieur Barger, cet axe-là? La manipulation technique peut parfois être simple. Ce qui est difficile dans cette partie de la formation, c'est vraiment d'identifier correctement l'origine du problème, mais aussi d'apprendre à préparer un poste de manière professionnelle, ce qui veut dire notamment installer un système d'exploitation, appliquer les mises à jour, installer les logiciels nécessaires, configurer les paramètres, connecter les périphériques, intégrer aussi le poste dans l'environnement réseau, mais aussi vérifier le bon fonctionnement global, parce que l'objectif est quand même de permettre à l'utilisateur de disposer d'un environnement de travail opérationnel et sécurisé. Donc les apprenants apprennent également sur la maintenance matérielle, sur ça. D'accord.
Et c'est vrai que la cybersécurité, on le voit, on a des exemples tous les jours, hein, malheureusement, voilà, de fraude, etc. Donc c'est vrai que même à ce niveau-là, c'est déjà très important la sécurité. Oui. Donc du coup, ils apprennent suite à ça, à identifier les pannes courantes et à intervenir du coup sur les différents composants qui sont la mémoire, le disque de stockage, l'alimentation, la connectique, la périphérie, l'écran ou les écrans, les batteries ou même la carte réseau, sachant qu'il ne s'agit pas de devenir électricien, mais de savoir reconnaître une panne matérielle classique et intervenir efficacement. Bien sûr. D'accord. Donc ça, c'est vu pour cette partie-là donc également. Et enfin, après le troisième grand axe, Monsieur Barger, il va porter sur concerne donc les bases des réseaux, l'environnement informatique professionnel. Donc ça, ces apprentissages vont porter sur des choses plus complexes peut-être ou en tout cas complémentaires, hein, bien évidemment. Oui, donc du coup, l'apprenant il va apprendre notamment les bases de l'adressage IP, les connexions filaires et Wi-Fi, les ressources partagées, les imprimantes réseau, les accès utilisateurs, mais aussi les premiers éléments d'administration réseau. Ils apprennent aussi également à comprendre le fonctionnement d'un environnement professionnel structuré, ce qui signifie notamment les comptes utilisateurs, les coûts, les droits d'accès, les dossiers partagés, ou encore les environnements de type Active Directory. Donc très concrètement, cela peut être créer un compte utilisateur, modifier un mot de passe, intégrer un poste dans un domaine, attribuer des droits ou vérifier l'accès à certaines ressources. L'objectif est vraiment de permettre aux futurs techniciens de comprendre que dans une entreprise, les équipements ne fonctionnent jamais seuls. Ils font partie d'un environnement réseau plus global. D'accord. Et justement, donc, à quel moment l'apprenant, est-ce qu'il comprend cette importance du réseau dans l'entreprise ? Souvent, lorsqu'il découvre qu'un problème utilisateur peut être en réalité venir tout simplement d'un droit d'accès ou d'un problème réseau, d'une mauvaise manipulation ou d'une mauvaise configuration. Ils comprennent alors que tout est lié dans un environnement professionnel. Ok. Très bien. Alors, Hélène, est-ce que tu as des questions sur ce que l'on vient de développer, c'est-à-dire la présentation générale de ce titre pro, et on a déjà donné un petit peu les bases de la finalité et le contenu de formation. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, on me demande si est-ce que la formation est accessible par quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans l'informatique ? Je vais laisser la réponse aux spécialistes. Monsieur Barger, votre expérience là-dessus, c'est peut-être sûrement plus difficile, j'imagine, mais possible, non ? C'est possible. Après, il faut quand même savoir les bases minimum de l'utilisation d'un ordinateur. Surtout si on fait en distanciel comme chez Adonis, on ne peut pas se permettre de ne pas savoir accéder à Internet pour suivre les cours et les évaluations. Mais sinon, même quelqu'un qui n'y connaît rien dans tout ce que je viens de dire peut très bien réussir cette formation les mains dans les poches, j'ai envie de dire, même si c'est pas le bon terme. Voilà, le chemin est un petit peu plus long, mais en tout cas possible. C'est ça. Très bien. Alors maintenant, la partie importante, sur laquelle on nous questionne tout le temps. Et là, on va avoir bientôt des étudiants qui vont passer leur examen. Donc là, c'est un petit peu le moment du stress. C'est vrai que l'examen de titre pro, donc technicien informatique de proximité, et il est important aujourd'hui qu'on puisse l'expliquer aux candidats pour qu'ils puissent se faire une idée juste de ce qui les attend. Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, le titre pro, c'est pas réciter des pages et des pages de théorie. On voit bien que le jury va vraiment chercher à voir comment fonctionne l'apprenant, qu'il soit professionnel, qu'il arrive à s'adapter à des situations. Et on l'a dit tout à l'heure, on est toujours sur des situations dites concrètes, avec des manipulations techniques qui sont attendues, mais aussi des échanges au cours duquel l'étudiant va devoir justifier certaines choses. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces épreuves-là, puisqu'on va avoir de l'oral, on va avoir également de l'écrit. Vous voulez nous parler d'abord de la partie orale, peut-être, Monsieur Barger ? Ou de ce que va observer peut-être le jury dans un premier temps, les postures qu'il est important de tenir, et ce qui sera les points quand même déterminants de la prestation. Oui, le jury observe d'ailleurs la logique de diagnostic,
Oui, la méthode de travail, ainsi que la gestion du temps, mais aussi la posture professionnelle, la communication et la capacité à expliquer, et la rigueur, et bien évidemment la sécurité des manipulations, oui, parce que c'est pas le résultat qui compte le plus, c'est vraiment ce que je viens de dire, parce que c'est un tout. Même c'est la s'il a pas démarche, fait- oui. ouais. Oui, Parce que même s'il n'a pas réussi, s'il a eu une bonne logique, une bonne méthode, une bonne mhm, gestion du temps, une bonne posture, une bonne communication, et il a réussi à bien expliquer, et qu'il a une règle, et qu'il a été très sécure dans ses manipulations, il peut avoir facilement cette partie. d'accord. Alors, il y a une partie voilà, qui est très pratique où là, concrètement, il va y avoir dans la salle un ordinateur, en gros, qui est en panne ou quelque chose qui fonctionne pas au niveau d'un logiciel. Et là, est-ce que voilà, l'apprenant va exprimer tout haut ce qu'il est en train de faire ou on va simplement le regarder manipuler Qu'est-ce que attend le jury dans ce contexte-là? Pendant cette étape de l'examen, le candidat va être amené déjà à préparer potentiellement un poste informatique, mais aussi à Oui, installer et configurer un système ou intervenir sur un incident utilisateur, mais aussi d'accord, diagnostiquer une panne ou configurer un accès réseau ou traiter une demande d'assistance ou sécuriser un poste ou intervenir sur un environnement Active Directory ou encore remettre en état un équipement numérique. d'accord. Et donc là, le candidat doit expliquer en même temps ce qu'il est en train de faire, là, j'imagine. Pas forcément. Non, il ne doit pas expliquer D'accord, parce que la première partie, euh, déjà, c'est avec un surveillant qui est oui, externe au jury. d'accord, Donc, de toute façon, il ne pourra pas. Puis ensuite, il y a une partie de maintenance, j'ai envie de dire, qui sera avec le jury. Mais ce sera lors de cet échange qu'on parle avec le jury, parlera avec l'apprenant sur ce qu'il a fait. ok. Donc là, on est plutôt sur une partie pratique que l'étudiant va documenter, mais sans intervention orale avec le jury. Et donc après, à cela s'ajoute bien sûr la partie orale, qui, quel que soit le titre pro, est souvent celle qui va le plus impressionner, voilà, et pour lequel le candidat aura le plus de réticence, et qui, je pense, est quand même primordial, puisque là, ça va être vraiment, voilà, quand on discute avec voilà, avec un étudiant, c'est là où on va peut-être se rendre compte davantage, voilà, de comment, quel est son cheminement pour retrouver des choses. Donc cette partie orale est très importante. Il va devoir se justifier ses choix. Oui, parce que le candidat, comme vous l'avez dit, il va être amené à expliquer ses choix techniques, mais aussi à détailler son raisonnement ou à répondre à des questions liées aux Oui, manipulations réalisées. Donc, par exemple, le jury peut lui demander pourquoi avoir choisi cette méthode, pourquoi avez-vous vérifié cet élément en premier, oui, comment sécuriseriez-vous ce poste, oui, que ferez-vous si le problème persiste, ou même comment expliquerez-vous à un utilisateur non technicien, parce que le jury cherche à vérifier que le candidat comprend réellement ce qu'il a fait. Il ne suffit pas d'accord. d'avoir appris des manipulations par cœur. Le candidat doit montrer qu'il sait raisonner et justifier ses choix. D'accord. Et est-ce que cette situation orale est en lien avec l'écrit, enfin, ou la partie pratique que l'étudiant vient de faire? C'est deux choses distinctes. Oui, elles ont un lien. D'accord. L'entretien sera en fait porté sur la pratique. D'accord. Donc éventuellement, si on s'aperçoit qu'on a été un peu vite, qu'on n'a pas testé telle ou telle chose, on peut peut-être au cours de cette orale, y revenir et dire j'aurais peut-être pu tester ou j'aurais peut-être fait comme ceci ou comme cela. Il est peut-être jamais trop tard pour voilà, pour montrer voilà, qu'on a réfléchi et qu'on est quand même sur une démarche un peu réflexive. Ouais. Tout à fait, parce que de toute manière, en plus, le jury cherche à savoir comment l'apprenant pense Mhm. et comment il pourrait penser autrement. Parce qu'il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs possibilités possibles en fonction du cas de figure présenté lors de l'épreuve ou même en temps réel dans la vie quotidienne d'un technicien. Mhm. Donc du coup, nous, en tant que jury, on cherche vraiment à savoir comment il va faire, pourquoi il a fait, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, pourquoi il aurait pu faire cette alternative en manipulation. D'accord.
Alors, on a vu cette partie technique, cette partie orale un peu en lien avec cette première partie technique. Et ensuite, ça c'est commun à tous les titres pro. Il y a ce fameux dossier professionnel que l'étudiant aura élaboré lui-même. Donc, logiquement, il sait de quoi il parle. Et donc, c'est peut-être sûrement, j'imagine, l'occasion de récupérer pas mal de points. Et c'est à travers ce dossier-là, j'imagine, que l'apprenant pourra mettre en lumière bien ses expériences, les activités qu'il a réalisées dans son métier actuel ou dans des stages. En tout cas, voilà, quelle est sa pratique. Hein, donc, ce dossier pro est-il conséquent, difficile à élaborer, et après, comment se passe finalement l'intervention auprès du jury? Les apprenants, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils ont Oui, du mal à retransmettre ce qu'ils ont vu lors de la formation, alors que généralement, le formateur leur explique, leur dit, ça va entrer dans le dossier projet, dans oui, le dossier professionnel, je veux dire. Donc, il peut le mettre parce qu'en fait, ce que le formateur leur fait faire, ça correspond du coup euh, au référentiel du titre pro, mhm, parce que bien évidemment, le formateur ne fait pas des évaluations ou des mises en situation juste pour embêter les apprenants. C'est juste pour les mettre dans une mise en situation qui sera évaluée et qui permet aussi d'étoffer leur dossier projet, d'accord, leur bien dossier sûr. professionnel, je veux dire, parce qu'un dossier professionnel qui est mince, ça donne un mauvais signal au jury. Alors qu'un dossier bien, je dirais pas épais, mais normal, Mhm, bien rempli, ça a vraiment une grosse importance, sachant qu'en plus, si l'oral, par exemple, ou la manipulation s'est mal passé, on peut être indulgent en voyant que les ECF ou même le dossier projet, le dossier bien sûr. professionnel, pardon, est bien rempli et qu'il y a eu des bons retours. Est-ce qu'il y a un niveau d'exigence particulier sur un nombre de pages? Pas nécessairement. Pas nécessairement, pas nécessairement, pardon. D'accord. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait, voilà, comment mettre toutes les chances de son côté, finalement, pour réussir cet examen? Voilà, quelle est la différence entre candidat qui va réussir et celui qui va échouer? À quoi faut-il être attentif en entrant en formation? Déjà, c'est la posture, parce que Mhm, déjà, lors de la session de jury, il faut avoir une bonne posture, pas que simplement en technicien d'assistance informatique, parce qu'en plus, il y a l'entretien final qui est vraiment centré sur la posture professionnelle, parce qu'en tant que jury, on a des cases à cocher, et si l'apprenant se comporte mal sans qu'il le sache, parce qu'on ne va pas forcément leur faire une réflexion, sauf si c'est vraiment gravissime, mhm, mais ça peut jouer en sa défaveur. Puis aussi, il faut travailler lors des formations, j'ai envie de dire, il faut mettre de côté sa vie personnelle et mettre toutes ses chances et tout son temps libre le plus possible bien pour, sûr. pour le consacrer à la formation, pour mettre toutes ses chances et bien évidemment préparer son dossier projet ou professionnel, là, pour le coup, Oui, euh, dès le début de la formation, pour éviter de le faire à d'accord. la dernière minute et d'être en panique totale. Bien sûr, tout à fait. Alors c'est vrai que là, les formations, voilà, sur lesquelles vous accompagnez nos étudiants sont des formations en enseignement à distance. Donc c'est vrai que ça permet quand même une certaine souplesse lorsque l'étudiant est en emploi, parce qu'on en a quand même régulièrement. L'avantage de la formation à distance, c'est que vous pouvez travailler quand vous le souhaitez, hein, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, puisque les plateformes sont en général ouvertes 24 heures sur 24 pour tous les établissements qui font de l'enseignement à distance. Donc ça peut être, c'est vrai, une solution lorsqu'on est déjà employé. Alors, admettons, j'ai réussi mon diplôme brillamment, Monsieur Barger. Quelles vont être mes opportunités d'embauche, dans quel type d'entreprise et pour quel intitulé de poste? Si certaines personnes souhaitent regarder un peu quelle est l'offre actuelle, alors est-ce que le marché est porteur également? Le marcheur est porteur parce que de toute manière, on va travailler de plus en plus avec l'informatique. Donc, de toute Hmm, manière, il y aura toujours besoin d'assistance parce que, bien évidemment, il y a toutes les générations presque qui sont en électronisme. Donc, ça veut dire qu'il y a une mauvaise connaissance et une mauvaise pratique et connaissances et compétences du numérique qui ont beaucoup de difficultés. Ça ne touche oui, pas que les personnes âgées, ça ne touche pas que les personnes de la quarantaine,
Ça touche même les adolescents ou les jeunes enfants. Ils savent juste utiliser un téléphone ou une tablette, mais quand on leur met devant un ordi, ils sont en stress total parce qu'ils savent même pas allumer un ordinateur. Oui. Ou détecter voilà donc c'est vrai que alors au niveau des entreprises on imagine bien que c'est un petit peu partout et ce titre l'appellation technicien d'assistance on retrouve le mot maintenance aussi dans les offres d'emploi voilà ça peut être technicien de support également tout ce type de poste là. Oui, ça peut être comme vous l'avez dit, technicien d'informatique de proximité, technicien support, technicien helpdesk, technicien d'assistance utilisateur, technicien de maintenance informatique, technicien aussi de déploiement ou technicien support de système et réseau junior. Le quotidien est d'ailleurs souvent très varié parce que le technicien le matin, il peut préparer plusieurs postes pour de nouveaux collaborateurs. Ensuite, il peut intervenir sur une imprimante réseau, assister à un utilisateur à distance, résoudre un problème VPN, dépanner les connexions Wi-Fi ou remplacer même un composant matériel. Et l'après-midi, il peut traiter des tickets d'incidents, configurer des accès utilisateurs ou accompagner un salarié sur un outil collaboratif. Son métier est très formateur parce qu'il permet d'acquérir une vision globale du fonctionnement informatique d'une organisation. D'accord. Oui, donc voilà, c'est vrai qu'on peut être en tout cas, on s'ennuie pas voilà sur ce type de poste-là puisque ça peut être vraiment à différents niveaux. Donc alors c'est vrai que par rapport à cette formation, on a vu les débouchés. Est-ce que peut-être avant de conclure justement sur la partie comment est-ce qu'on entre en école, alors là je vous parlerai un petit peu en général, mais aussi surtout nous comment nous fonctionnons. Et après c'est vrai qu'il faut s'adresser à chacun des établissements puisque au niveau des entrées, on va avoir nous une certaine façon de voir les choses. Donc on évoque tout cela, mais lorsque j'ai validé ce titre professionnel-là, Monsieur Barger, qu'est-ce que je peux espérer également comme évolution, montée en compétences ou comme poursuite d'études? Généralement, on peut, par exemple, si on veut évoluer, on peut prendre, faire un autre titre pro. Oui. Et le technicien supérieur de système et réseau, qui a un niveau plus élevé. D'accord. Et plus technique d'ailleurs, parce que là, c'est, j'ai envie de dire, un débutant, la partie très support là, alors que technicien supérieur de système et réseau, lui, il est plus technique. Alors, si là, on n'aime pas trop le support utilisateur avec le système de ticketing et les formations qu'on peut faire au sein des équipes des entreprises où on travaille, eh ben, on peut se diriger vers ce titre pro qui est vraiment basé sur, qui est vraiment plus technique. Bon, là, j'ai envie de dire, on mettrait les mains un peu plus dans le cambouis que faire des tickets toute la journée, même si j'extrapole un peu. Voilà, et c'est une certification voilà, d'un plus haut niveau en tout cas aussi. Oui. D'accord. Et après d'autres possibilités, sinon également d'évolution ou voilà d'enchaînement de formation. Après, on peut faire d'autres formations si on a découvert d'autres compétences, d'autres métiers, parce que même si on est technicien, on peut se rediriger vers plein de techniciens, vers plein de formations, même qui sont hors du périmètre de technicien. Oui. Même si, d'ailleurs, on peut se diriger vers, moi, ce que je fais plus principalement en tant que chef d'entreprise, on peut se rediriger vers du coding, etc. Donc, grâce à ces bases, parce que ça permet au moins d'avoir en plus des bases au niveau numérique, de titre en plus. Donc, ça permet vraiment de manier plus facilement l'informatique si on veut se diriger vers d'autres choses. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Barger. Alors, voilà, pour conclure, je vais voilà faire un petit tour, vous savez, concernant les admissions et les accompagnements, puis 2-3 mots peut-être aussi sur le financement, qui sont souvent des questions que l'on a. Hélène, est-ce que toi, tu avais d'autres questions avant que j'aborde ce dernier point? Non, pas d'autres questions, Corinne, c'est bon. Ok.
Parfait. Donc, avant de conclure, comment se déroulent les admissions généralement? Donc, l'admission se fait dans la plupart des écoles, donc à travers un dossier de candidature et avec souvent un échange par rapport à votre projet de formation, comment vous vous projetez à moyen terme, court terme, etc. Bien sûr, alors nous concernant plus particulièrement, l'objectif va pas être simplement de faire une inscription, mais entre guillemets à travers les différentes modalités pédagogiques que l'on vous qui s'offre à vous, c'est vraiment de définir ce qui vous conviendrait le mieux, bien sûr, en termes de disponibilité et également par rapport à votre situation personnelle, professionnelle et les acquis que vous avez déjà. Donc, c'est vrai qu'on va étudier votre parcours, vérifier un petit peu l'expérience ou non acquise et voir bien sûr le niveau informatique que vous possédez déjà. Ensuite, à travers ces premiers éléments-là, on va pouvoir vous orienter vers plutôt une formule ou une autre. Et l'idée, étant de trouver la bonne solution pour vous dans laquelle vous allez pouvoir vous former à votre rythme et atteindre bien sûr l'objectif qui est de valider votre diplôme. Donc c'est vrai que la question du rythme, de la durée du parcours, etc., cela est vraiment défini en fonction de ce que nous aurons pu étudier. Et ensuite, il y a simplement un dossier qui est à compléter et vous avez en général un rendez-vous avec un conseiller, une conseillère pédagogique qui va pouvoir valider le projet avec vous. Dès que le projet sera validé, évidemment, et pendant aussi cette validation est souvent question, et c'est souvent là où vous nous interrogez sur la question évidemment du financement de la formation. Donc bien sûr, dans les différentes écoles et au sein de notre groupe Adonis Éducation également, bien sûr, beaucoup d'autofinancement, mais également beaucoup de personnes que nous accompagnons également à travers des projets de financement extérieur, ce que l'on appelle donc des prescripteurs, où là, il va y avoir certaines exigences et certains attendus, donc notamment avec définir et justifier du contenu de formation, de son organisation, avoir fait avec vous en amont un positionnement. Donc par exemple, c'est le cas dans le type de dossier de transition professionnelle qui sont à déposer en amont, bien sûr, de la rentrée. Mais après, il y a aussi d'autres possibilités telles que France Travail. Je pense que la plupart d'entre vous savent aussi que France Travail peut prendre en charge aussi ce type de formation-là. Et sinon, un des financements sur lequel les choses sont vraiment beaucoup plus simplifiées, ça va être bien sûr le compte professionnel de formation auquel ont droit chaque salarié avec les années. Chaque année d'expérience va vous permettre d'acquérir certains droits que vous allez pouvoir mobiliser pour financer votre formation. Donc de ce point de vue-là, une fois que nous avons étudié votre candidature, définit ce qui vous correspondrait le mieux et avoir bien sûr pu vérifier que la formation demandée est bien en adéquation avec votre projet, on va pouvoir également vous accompagner sur ce volet-là du financement. En gros pour les possibilités. Alors les prérequis, on l'a vu avec Monsieur Barger, pas d'obligation d'avoir déjà des compétences particulièrement marquées en informatique avant d'intégrer cette formation. Simplement, bien sûr, tout va être basé beaucoup sur la motivation et votre capacité, bien sûr, à vous impliquer dans une formation en enseignement à distance. Alors encore une fois, c'est vrai que l'avantage de l'enseignement à distance, ça va être bien sûr cette souplesse qui vous permettra de ne pas être contraint à des horaires, à des déplacements, et à signaler également que cette formation est également, et ça c'est peut-être le mieux aussi, j'imagine, Monsieur Barger, accessible en enseignement en alternance, puisque c'est vrai que la chance de l'alternance, c'est que vous allez pouvoir bien sûr avoir une rémunération pendant que vous êtes formé, mais surtout acquérir véritablement une expérience, et j'imagine que les étudiants qui sont dans ce cadre-là ont des taux de réussite aussi qui sont peut-être plus importants. Oui, en tout cas, moi, de ce que je sais, dans toutes les sessions de jury que j'ai faites, il y a eu des alternants. Oui. Ils se sont, pour beaucoup, épanouis dans leur alternance. Oui. Mais aussi, ils ont eu après une promesse d'embauche dès qu'ils avaient eu, du coup, le titre en poche complet. Bien sûr, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est déjà bien connaître quelqu'un, le fait de le voir en alternance, de le former vraiment aux attentes de l'entreprise, c'est quelque chose évidemment qui est très précieux pour les employeurs, et ça leur permet d'éviter les erreurs d'embauche justement en ayant déjà bien cette proximité avec l'apprenant.
Bien, écoutez, moi je suis ravie en tout cas d'avoir pu échanger, Monsieur Barger, avec vous, voilà, au sujet de ce titre professionnel. Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité et toutes les informations que vous avez bien voulu, voilà, nous transmettre. Et je reste à l'écoute, bien sûr, des étudiants, nos responsables pédagogiques également, voilà, pour vous accompagner à travers, voilà, ce projet-là sur lequel vous l'avez vu. Ce qui est attendu, c'est de la rigueur, de la méthode, de la curiosité, mais également bien sûr un vrai intérêt, voilà, pour ce métier qui, on l'a vu, n'est pas uniquement qu'un métier technique, hein, d'informaticien qui ne communique pas, mais au contraire très en lien avec l'humain, puisque on est là aussi quelque part pour aider et accompagner l'autre à travers des difficultés. Donc je trouve que voilà, c'est un caractère, je trouve, important de ce métier, c'est ce côté technique allié à ce côté, voilà, humain et travail en équipe. Merci beaucoup à chacun. Hélène, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être que tu souhaitais que l'on prenne en fin d'intervention? Non, c'est bon, il y avait plus de questions là. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Barger. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver, voilà, avec nos étudiants. Merci infiniment. Merci, à très bientôt. Merci. Bonne soirée.